Bonjour Mathieu Lavigne. Bonjour Catherine Ego. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à Confluent, l'émission qui donne la parole aux premiers peuples et à leurs alliés. Nous recevons cette semaine Alexis Wawanoloat. À moins de 40 ans, il possède déjà un parcours politique et militant impressionnant. En effet, Catherine, Alexis Wawanoloat a été éducateur, employé de la Commission canadienne du tourisme à Paris, conseiller de bande de la Première Nation des Abénaquis d'Odanak. Il s'est également investi auprès des centres d'amitié autochtones du Forum jeunesse d'Abitibi-Témiscamingue et des jeunes autochtones en milieu urbain. De 2005 à 2007, Alexis Wawanoloat a été membre de l'exécutif du Bloc québécois pour la circonscription fédérale Abitibi-Baie-James-Nunavik-EU. En 2007, il marque un jalon dans l'histoire en devenant le premier député autochtone élu à l'Assemblée nationale du Québec depuis l'obtention du droit de vote par les Autochtones en 1969. Élu sous la bannière du Parti québécois, il représentera la circonscription Abitibi-Est jusqu'en 2008. En plus de sa formation en service à l'enfance autochtone et en travail social, il est récemment devenu avocat en juin 2021. Nous écoutons donc Alexis Wawanoloat au micro de Catherine Ego pour Confluent. Bonjour Alexis Wawanoloat. Quoi, Catherine? Vous êtes le fils de Gaston Larouche, un alloctone, et de Christine Siwi Wawanoloat, qui est une Abénakise Wendat. Vous êtes souvent présenté comme le premier autochtone élu à l'Assemblée nationale du Québec depuis l'obtention du droit de vote par les Autochtones en 1969. Mais vous, est-ce que vous vous définissez comme un autochtone, un alloctone, un métis? Vous savez, Catherine, l'identité, c'est quelque chose qui évolue avec le temps. Plus jeune, j'avais des difficultés à justement trouver mon identité. Je suis quoi? Est-ce que je suis juste finalement un blanc avec un nom d'Indien? Est-ce que je suis un autochtone? À un certain moment de ma vie, j'ai décidé de pas choisir, d'être qu'est-ce que j'étais. Je sentais que j'avais d'un côté la fierté autochtone, bien sûr, mais aussi une fierté québécoise. Donc, c'est suite à ça qu'on pourrait dire je me suis impliqué avec du côté autochtone, du côté non autochtone, en venir à m'impliquer avec le Bloc québécois, le Parti québécois, puis de vouloir défendre la liberté de mes nations. Donc, je me définissais comme un Abénaki québécois, un Québécois ou un Québénaki, disons. Et les expériences du Marc nous font évoluer tout le temps. Je pourrais vous dire qu'aujourd'hui, ma définition première, c'est d'être Abénaki. Mais vous venez de mentionner votre engagement en politique. Effectivement, vous avez été membre de l'exécutif du Bloc québécois, puis député du Parti québécois. Quel bilan tirez-vous de cet engagement politique? Est-ce que vous avez pu réaliser ce que vous vouliez réaliser? Ben, j'ai juste été là 20 mois dans le deuxième parti d'opposition. Donc, c'est sûr que pour avoir des gros bilans, en général, il faut être au pouvoir dans un parti qui fait le gouvernement, qui a des ministres. Avoir été ministre, peut-être que j'aurais pu, en 2012, m'être représenté, j'aurais sûrement pu être ministre, mais bon. Le bilan que je tire quand même de tout ça, d'un point de vue personnel, c'est des expériences assez remarquables. D'un point de vue symbolique, je pense que le fait que je me sois présenté dans un parti où on pense pas nécessairement que des Autochtones vont aller, je me suis fait dire ça par Edith Cloutier, que des aînés, il avait dit ça, que même s'il n'était pas nécessairement d'accord avec le parti que j'avais choisi, j'ouvrais les perspectives. Je nous sortais du cadre dans lequel on veut tout le temps nous enfermer. Donc, je pense que d'un point de vue symbolique, de montrer qu'on peut être qu'est-ce qu'on veut comme autochtone, même militer pour un parti souverainiste, je pense que ça peut être quelque chose d'intéressant. C'est sûr que j'ai des bilans locaux là, dont je suis très fier d'avoir pu faire s'assurer qu'il y ait des ambulances à Sainte-Terre, l'Aqueduc, à Rivière-Éva, des choses comme ça. Puis il y a des choses que j'aurais aimé réaliser, mais comme je le disais un peu plus tôt, j'ai juste été là 20 mois, donc c'est pas un très très long mandat pour établir des choses dans le comté ou des choses dans le Parlement.
Je pense que quand même ma présence a été singulière. Au point de vue symbolique, en tout cas, je pense que j'ai à tout le moins un certain bilan, intéressant. Et dans les deux cas, c'était des partis souverainistes et francophones, des partis québécois. L'alliance entre l'identité autochtone et l'indépendantisme et entre identité autochtone et la défense du français ne vont pas de soi. Vous êtes prononcé pour la défense du français. Vous avez même dit que la préservation du français était une manière de décoloniser. Oui, on peut pas nier que la Fédération canadienne a voulu faire en sorte qu'on amenuise la présence du français en Amérique du Nord. À la base, c'est quoi le nationalisme québécois, puis c'est quoi le nationalisme des Premières Nations? Je crois pas que la majorité des nationalistes québécois soient dans une perspective nationale, comme on peut le voir aux États-Unis, où leur nationalisme, c'est dire on est les meilleurs du monde, on est dominants et ainsi de suite. Le nationaliste québécois, qu'est-ce qu'il veut à la base? C'est préserver sa culture, préserver son identité. Si on regarde chez les Premières Nations, le nationalisme des Premières Nations, la volonté est là de préserver sa culture, préserver son identité. Je pense qu'il y a des points communs qui existent entre ces formes de nationalisme-là dans la façon dont je les vois. C'est sûr qu'aujourd'hui, on a une tendance à voir chez beaucoup de partis, que ce soit la CAQ ou le PQ, une certaine forme de nationalisme identitaire. Ce qui m'attirait, parce que je comprends que c'est important l'identité puis tout ça, mais on peut voir cette tension-là, justement, on le voit entre autres avec le projet de loi sur la réforme de la loi 101, projet de loi 96, de la charte de la langue française, où on veut faire en sorte que le français soit la seule langue officielle du Québec sans amener une reconnaissance des langues des Premières Nations. Donc là, moi, je trouve ça triste qu'une nation qui veut tant défendre son identité, son fait singulier, puisse pas justement avoir cette solidarité-là avec les autres Premières Nations du territoire. C'est un problème de beaucoup de nationalistes québécois de pas reconnaître justement que non seulement, oui, la nation québécoise a été une nation colonisée, mais est aussi une nation colonisatrice. Donc, c'est des éléments dans le nationalisme actuel qui m'amènent à justement avoir une réflexion sur qui je suis, où je vais. Aujourd'hui, je suis pas devenu fédéraliste, mais mon combat premier est celui des Premières Nations. Vous avez mentionné la CAQ et le gouvernement Legault et son projet de loi 96. Vous vous êtes insurgé contre les compagnies d'assurance qui ne voulaient pas assurer les gens qui habitent dans les réserves, celle d'Odanak où vous viviez à l'époque. Puis vous disiez à ce moment-là que ce n'était pas une question individuelle, que les gens qui vous parlaient n'étaient pas des racistes, mais que c'était une question de façon de faire, une question de politique, donc du racisme systémique. Ouais, ben là, le mot qui fâche en ce moment-là. Pour les assurances, c'est carrément une question systémique. Ouais. Parce qu'ils ont tout simplement rentré mon code postal dans l'ordinateur et la machine leur a dit non, on n'assure pas là. Donc, leur système qui est programmé par des humains, que les humains ont amené leurs billets, et ainsi de suite, et a été discriminant envers moi. On a un débat quand même assez malheureux sur ça, sur le racisme systémique. Partout en Amérique du Nord, on reconnaît ça comme étant quelque chose qui existe. Même Doug Ford, qui n'est pas l'homme le plus à gauche du monde, l'a reconnu en Ontario. La Cour suprême a reconnu que c'était un fait de connaissance judiciaire dans un de ses jugements, puis on devait en prendre compte dans les décisions judiciaires qui étaient prises. La commission vient nous le rappeler. Après ça, on a les commissions d'enquête qui nous parlent de génocide ou de génocide culturel. Donc, oui, on a un gouvernement qui nous dit on avance, on propose des actions et ainsi de suite, mais on choisit certaines actions, puis le fait de pas prendre le terme comme racisme systémique de façon globale, je pense que ça ralentit cette relation-là de nation à nation qu'on espère avoir. Et concrètement, qu'est-ce que ça changerait si le Premier ministre Legault disait « Je reconnais qu'il y a du racisme systémique envers les Autochtones ». Est-ce que c'est uniquement une question symbolique de reconnaissance ou est-ce qu'il y aurait des conséquences concrètes à ça? Bien, les mots sont importants. Puis quand on dit qu'il n'y a pas de racisme systémique, on porte l'attention sur des individus
qui ont posé des actions racistes. Puis c'est pas juste ça, le racisme, c'est des systèmes. Faut se rappeler pourquoi on a eu justement les génocides. Pourquoi les peuples autochtones sont encore en situation de génocide selon la Commission des femmes autochtones assassinées disparues? C'est du fait qu'on a voulu nous tasser du territoire pour pouvoir l'exploiter. En collaboration avec l'Église catholique, on a utilisé justement la Bible, un des instruments souvent les plus utiles pour le colonisateur, comme Boucard Diouf le disait, on nous a donné la Bible, on nous a endormis, on s'est réveillés, on avait une Bible dans les mains, on n'avait plus de territoire. Et si on remet tout ça en contexte, si on ramène ça aujourd'hui, est-ce que les gouvernements ont cet intérêt de sortir là du colonialisme qui existe encore et toujours? Si on regarde sur le territoire, les Atikamekw voient beaucoup de ressources leur passer sous le nez sans avoir leur mot à dire sur qu'est-ce qui se passe, sans avoir des redevances, sans avoir une partie de cette richesse-là. Les Algonquins, c'est la même chose. Les Inuits, on a inondé leur territoire en leur donnant des grenailles. Puis on peut le voir au Québec qu'il y a des façons de se décoloniser, il y a des façons d'avoir des traités modernes. On le voit avec les Cris, les Naskapi, les Inuits, avec la Convention de la baie James, qui n'est pas parfait. Mais on voit qu'il y a moins de tension aujourd'hui avec ces nations-là quand on a décidé de partager du pouvoir, parce que c'est ça le racisme à la base. C'est du pouvoir. C'est de dire que, les Indiens sont à peu près des sous-humains qui développent pas leur territoire comme on devrait. Puis c'est la justification d'aller le prendre puis d'étasser. Un autre mot dont on parle beaucoup, c'est la réconciliation. Ouais, il faudrait le définir, mais pour vous, est-ce que ça passerait par là, par la signature de traités modernes qui seraient plus équitables, qui reconnaîtraient les relations de nation à nation? Le problème avec les traités modernes, il y a des choses qui sont... faut avancer dans la vie. Je comprends que de nation à nation, on espère avancer, on espère avoir des négociations, on veut pouvoir améliorer nos conditions de vie, améliorer la condition de vie de nos commettants, de nos citoyens. Mais on place souvent les nations en conflit dans les traités modernes. On le voit, là, toutes les Cris, toute la bordure sud de la Convention de la baie James, il y a des conflits d'usage entre les Cris, les Algonquins, les Cris, les Atikamekw, les Cris, les Inuits. Ce qui fait qu'on a éteint des droits ancestraux pour des nations qui n'étaient même pas signataires de ces territoires-là. Donc, je pense que oui, l'avenue des traités modernes peut être intéressante à bien des égards, mais idéalement, moi je suis un gars utopique, vous savez... On fait notre liste au Père Noël. Ouais. Moi, je pense que la meilleure façon qu'on pourrait s'en sortir, ça serait par une réforme constitutionnelle. Soit par l'avènement d'un Québec indépendant, mais bon, est-ce que je vais voir ça de mon vivant? Je le sais pas, mais sinon, si on reste dans le Canada, on pourrait refaire une constitution. Parce qu'en ce moment, la Constitution, ni les francophones sont heureux de ça. Beaucoup de provinces n'en sont pas heureuses non plus. Puis après ça, on reconnaît pas toutes les nations autochtones comme des acteurs de la fédération. En ce moment, il y a 2 acteurs de la fédération, le gouvernement fédéral et les provinces. Et les nations autochtones sont un sujet de l'acteur fédéral, un de ses sujets de compétence. En plus, on a les provinces qui sont maîtresses du territoire. Donc, on se retrouve dans une espèce de fouillis où, on reconnaît pas, on a des chicanes provinciales, fédérales. On le voit encore dernièrement avec la question de la loi C-92 pour la protection des jeunes enfants dans les communautés. Le Québec a décidé de contester la loi. Il y a on se fait des chicanes de compétences sur le dos des Premières Nations. Ça arrive souvent. Idéalement, moi, je pense qu'on pourrait en arriver à une réforme constitutionnelle. On pourrait se débarrasser de la reine. C'est complètement archaïque. C'est quelque chose du passé qui ne devrait pas avoir lieu aujourd'hui. En ce moment, comment la Constitution fonctionne, c'est que la reine délègue ses pouvoirs, délègue une partie de ses pouvoirs à la couronne fédérale, délègue une partie de ses pouvoirs à la couronne provinciale. Et c'est sous ces délégations de pouvoirs-là, vous allez me dire symbolique, mais quand même, les symboles sont importants, qu'on a déterminé justement les compétences d'un acteur et de l'autre acteur fédéral.
Ben pourquoi on ne se débarrasserait pas de ce symbole-là pour en arriver à un autre symbole de partage, où on n'a plus la reine et où on dit on partage le pouvoir entre les acteurs du territoire. Le gouvernement fédéral, les provinces, les Premières Nations pourraient être un troisième acteur. Et là, on pourrait essayer de déterminer peut-être des compétences sur la personne, sur des territoires. Parce que le mot réconciliation, quand ça vient du colonisateur, quand ça vient de l'État colonisateur, que ce soit le gouvernement fédéral, le gouvernement provincial ou encore les agents colonisateurs que j'appellerais les compagnies extractivistes qui viennent chercher les ressources sur nos territoires. Ce terme-là, moi, je l'entends comme un objet rhétorique qui nous dit que la colonisation, c'est quelque chose du passé. Puis qu'aujourd'hui, la colonisation serait terminée, puis on pourrait justement se réconcilier. Mais la colonisation n'est pas terminée. Le génocide, le rapport sur les femmes assassinées et disparues autochtones nous a dit que le génocide se poursuit encore aujourd'hui à cause de l'omission des gouvernements d'agir. Donc, tant qu'on n'a pas mis fin au génocide, tant qu'on n'a pas mis fin à la colonisation, je trouve que c'est à la limite arrogant de la part des entités colonisatrices de parler de réconciliation. C'est des bons sentiments qui n'ont pas d'effet? Ben... L'ancienne chef du Parti vert avait une formule assez intéressante, je trouvais, dans les débats. On utilise la réconciliation un peu comme un buffet chinois des droits des peuples autochtones. On va choisir qu'est-ce qu'on veut. Bon, ben ce plat-là a l'air intéressant. On va donner un petit peu d'autonomie en termes de gouvernance, un petit peu d'autonomie en termes de protection de la jeunesse. On va essayer de mettre de l'eau dans toutes les communautés. On va un petit peu d'argent dans l'éducation. Mais on n'a pas une vision globale. Vous, ce que vous voulez, c'est que les Autochtones deviennent des interlocuteurs. Pas des interlocuteurs, vraiment des acteurs. Ben, qu'on reprenne en main notre identité constitutionnelle. Vous savez, au départ, on avait une pleine identité constitutionnelle, dans le sens où on était capable de décider pour nous de nos ententes, de nos alliances, de nos territoires, de la façon dont on éduquait nos enfants, de notre justice, et ainsi de suite. Par la suite, on a eu des relations avec les nations européennes, les empires coloniaux, où on trouvait notre intérêt, puis on était utile à ces empires-là. Donc, on avait une reconnaissance aussi d'alliés. On n'était pas une nuisance. On était utile d'un point de vue auxiliaire militaire pour leur guerre coloniale ou leur guerre sur le territoire européen et pour la traite des fourrures, notamment. Puis on le sait ici, là, on parlait de Nouvelle-France, mais grosso modo, c'était le réseau d'alliances des Hurons qui était finalement le réseau diplomatique qui était devenu la Nouvelle-France. Donc, effectivement, de facto, sur le terrain, c'était plus encore les nations autochtones qui contrôlaient qu'est-ce qui se passait. Donc, de fil en aiguille, l'Angleterre s'est dit, bon, ben, on n'est plus capable d'aller chercher du bois dans la Scandinavie pour faire nos bateaux de la Navy. Qu'est-ce qu'on va faire? On va se revirer. Oh! On a des belles forêts de pins dans la Saint-Maurice, dans la vallée de l'Outaouais, puis tout ça. On pourrait aller faire des chantiers navals l'autre bord du Gros Creek. Et en arrivant là-bas, ben, qu'est-ce qui arrive quand on commence à exploiter la forêt? Il y avait, qu'est-ce qu'on appelait à l'époque, je mets des guillemets, des sauvages qui vivaient sur le territoire. Et à ce moment-là, bon, quand on a commencé à vouloir non seulement plus juste aller chercher la fourrure, parce qu'à l'époque, la fourrure, on était de main-d'œuvre essentielle à ce commerce-là de la fourrure, les empires coloniaux, l'Empire britannique a commencé à voir justement les Autochtones comme une nuisance. Donc, on a commencé à vouloir signer des traités qui n'étaient pas toujours équitables, qui n'étaient vraiment pas équitables avec nous tasser du territoire, faire des concessions territoriales, nous tasser sur des réserves. Puis même là, un grand raciste comme Alexander MacDonald, le fondateur du Canada, qui était un raciste notoire, qui voulait une société la plus aryenne possible, trouvait qu'on était encore une nuisance. Et a voulu, on est venu à se dire, bon, ben, comment on fait pour régler le problème indien? On va les assimiler, on va les envoyer dans des pensionnats. On arrive à un point où on est passé d'alliés à nuisance, il a fallu nous tasser, puis on a commencé à plus respecter les ententes qu'on a signées avec nous, les traités, et même souvent la loi qui était supposée de nous protéger.
OK, on a bien beau dire, on a la Charte des droits et libertés, on est supposé d'être dans une société de droit puis tout ça, mais tous ces éléments-là perdurent quand même aujourd'hui. Le bénéfice, qui a bénéficié de la prise du territoire? Qui bénéficie encore de cette prise du territoire-là? Est-ce qu'on voit beaucoup de fermiers autour de Joliette qui sont à Tikamek, qui ont accès au territoire? Est-ce qu'on voit à Val-d'Or beaucoup de gens qui ont des gros pick-up, qui sont des Anishinabés? Il y en a quelques-uns qui vont travailler dans la mine, mais c'est une infime minorité. Alors, retrouver cette place-là, ça passe par le territoire, forcément. Est-ce que ça passe par un morcellement des territoires morcellement. Actuels? Est-ce qu'on peut dire que qu'est-ce qui se passe avec la Convention de la baie James, c'est un morcellement du territoire? On peut le voir comme ça. On pourrait le voir comme ça, mais c'est un partage du pouvoir. Je reviens à mon idée de partage du pouvoir un peu plus tôt. On a voulu justement nous tasser pour pas avoir à partager les ressources, pas avoir à partager les richesses, pas avoir à partager le pouvoir qui vient avec tout ça. Moi, je pense que pour en arriver à une réconciliation, il faut parler de décolonisation, il faut parler de réparation, parce que tout ce processus-là colonial nous a beaucoup amoché, puis continue à bien des égards de nous amocher. Il faut parler de restitution. Est-ce que c'est juste de la restitution territoriale? Oui, c'est un des éléments. Il faut avoir des territoires viables pour qu'on puisse penser, se développer. C'est un élément. Restitution aussi de la culture. Comment on fait pour faire en sorte que, par exemple, la langue abénakise, qui est maintenant parlée par quelques personnes, puisse perdurer dans le temps. Comment on fait pour s'assurer que les Atikamekw, qui est la communauté, la nation qui parle le plus sa langue, puisse continuer à avoir sa langue parlée encore dans 100 ans? Restitution, réparation, reconnaissance de qu'est-ce qu'il y en est, de l'état actuel. Là, on va pouvoir éventuellement parler d'une vraie réconciliation quand on va avoir mis ces éléments-là derrière nous. Vous êtes devenu avocat très récemment, en juin 2021. Est-ce que... On sent l'homme de droit quand vous vous exprimez, on sent le juriste. Qu'est-ce que vous espérez que le droit va vous permettre de faire que la politique ne pouvait pas faire? La politique, vous savez, c'est beaucoup de travail, puis on n'est pas tout le temps récompensé pour le travail qu'on fait dans mesure où... Je pense que quand j'ai été député en 2007-2008, j'étais pas trop un mauvais député. J'étais chez les gens, j'étais accessible. J'ai travaillé fort. J'avais une équipe avec moi, puis professionnellement, c'est un des moments où j'ai eu le plus de fierté par rapport à ma performance, on pourrait dire, professionnelle. Quand j'ai été conseiller à Odanak aussi, j'ai travaillé fort. J'ai voulu développer une école dans ma communauté. J'ai voulu représenter le monde de ma communauté qui ne vivait pas sur la communauté, et ainsi de suite. Et dans les deux occasions, quand je me suis représenté après, j'ai perdu. Sur des éléments qui sont hors de mon contrôle. Des mensonges, des rumeurs ou... toutes sortes de choses qui ne représentaient pas la somme de travail que j'avais mis dans ça. Je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire? Puis mon partenaire d'élection, mon collègue d'élection avec qui j'avais fait former une équipe électorale à Odanak m'avait dit pendant qu'on revenait d'un voyage électoral à Sudbury, parce que nous autres, les Abénakis, on a des bonnes communautés de nos membres à Sudbury, à Albany, New York, Connecticut, Waterbury, Connecticut, puis Montréal. Bref, en revenant de Sudbury, il m'avait dit, si on passe pas, on va aller faire notre droit, puis on va aller défendre nos intérêts, les intérêts des Abénakis par le droit. Je me suis rappelé de ça au cégep. Moi puis mon ami, on s'est essayé. Il y a juste moi qui est rentré. Mais qu'est-ce qui arrive avec le droit, c'est que personne ne va pouvoir l'enlever la somme de travail. J'ai jamais travaillé aussi fort intellectuellement puis cognitivement dans quelque chose. Je veux tout le temps avoir ça maintenant. Je peux refaire de la politique n'importe quand dans ma vie. Vous en referiez? Hein? Vous avez l'air un petit peu amer par rapport à ça. Est-ce que vous en referiez? Vous pourriez l'envisager? Je pourrais l'envisager, mais je vois pas dans quelle partie je me présenterais en ce moment. Il y a peut-être des parties où je me retrouve un petit peu plus, mais en général, je me verrais pas, en tout cas dans mon ancienne famille politique. Puis je suis pas fédéraliste. Donc, ça élimine beaucoup de choix déjà là. Et par la suite, peut-être dans ma communauté, on verrait, mais là, pour l'instant, je viens juste de commencer une carrière en droit. Je veux m'établir. J'ai encore beaucoup à apprendre là-dedans aussi. Hein.
Vous avez parlé d'extractivisme, de constitution, de racisme systémique. Quel serait votre plus grand combat, celui qui vous tiendrait le plus à cœur comme avocat? Vous savez, comme avocat, on prend les mandats qu'on veut bien nous donner, là, mais l'accès au territoire, c'est quelque chose de super important, de pouvoir non seulement y avoir accès, comme nous, les Abénaquis, souvent quand on doit aller chasser, il faut demander la permission à des fermiers non autochtones ou des choses comme ça qui ont le territoire en propriété privée. Le territoire, c'est notre culture, c'est une source de richesse, une source d'autonomie, une source de guérison. J'essaie de pas trop compartimenter ça parce que tout est relié. Mm-hmm. Disons que je m'intéresse beaucoup au droit territorial. Et vous avez 2 filles, je crois? 2 grandes filles de 14 ans et 10 ans, puis j'en ai une de 8 mois. Une toute fraîche sortie, ouais. Sortie du four. Si vous aviez une chose à souhaiter pour elles, pour l'avenir, qu'est-ce que vous leur souhaiteriez? Qu'elle n'ait pas à vivre toutes les épreuves que j'ai pu vivre, que ce soit à l'école avec de se faire traiter de caouiche ou des affaires comme ça. Après ça, pas avoir à être confronté au racisme comme j'ai pu l'être dans ma jeunesse. Je le vois déjà dans une certaine mesure dans l'école où mes filles sont allées quand ils étaient au primaire, à l'école Moreau à Pierreville, à côté d'Odanak. C'est l'école où des Abénaquis, on envoie nos enfants. C'est l'école du système public québécois. Moi, il y avait un endroit où j'avais mangé des coups quand j'étais enfant, puis c'est l'année où j'avais été à l'école là-bas, à cause que j'étais Abénaki. Puis je me faisais traiter de caouiche, puis des affaires de même. Mes filles, je pense qu'ils n'ont pas eu à vivre des choses comme ça, ils n'ont pas eu à se faire écœurer comme ça, ils n'ont pas eu à être confrontés à leur identité autochtone trop à ce que j'ai pu comprendre. Donc, je pense qu'il y a déjà quelque chose de mieux. J'espère après ça que tout le long de leur vie, ils n'auront pas à avoir à se battre pour tout simplement avoir leur dignité humaine, dans le fond. Là. Merci, Alexis Wawanolowat. C'était vraiment passionnant. Allez, merci. Catherine Égaud recevait aujourd'hui au micro de Confluent Alexis Wawanolowat, politicien et juriste abénaki. Un immense merci à Alexis Wawanolowat d'être venu nous rencontrer en studio. Merci également à Pierre de Gagné à la régie. L'émission Confluent est portée par l'organisme Mission Chez Nous. Pour réécouter cet épisode et tous les autres, rendez-vous au www.missioncheznous.com. Ici Catherine Égaud. Ici Mathieu Lavigne. Merci d'être fidèle au rendez-vous. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, nous vous invitons à rester à l'antenne de Radio VM et de Radio Galilée. À bientôt.